Le flacon de crème solaire brillait d'un blanc éclatant sur le sable de juillet, et j'observais ma femme le tendre à un autre homme comme si elle lui remettait les clés de notre mariage, ce qui, avec le recul, était probablement le cas. « Tu peux me mettre de la crème dans le dos, Brice ?» Étienne n'en met jamais assez. Le rire d'Alice traversa la plage, léger et insouciant, ce même rire dont j'étais tombé amoureux il y a 15 ans. Aujourd'hui, il me faisait l'effet d'un crissement d'ongles sur un tableau noir. Je m'appelle Étienne Moreau, j'ai 39 ans et jusqu'à cet instant, je pensais connaître ma femme. Je suis informaticien chez Dubois et Associés, une petite PME dans notre ville côtière un peu fanée de Val-sur-Mer, en Normandie. Rien de très glamour, mais ça paie les factures. Alice est l'avocate de la famille, elle grimpe les échelons au cabinet Bertrand et Associés au centre-ville. Elle a toujours été l'ambitieuse du couple, celle avec des plans et des rêves qui s'étendaient bien au-delà de notre petite ville de province. Brice Carpentier pressa une généreuse noisette de crème indice 30 dans sa paume, souriant comme s'il venait de gagner au loto. C'était l'agent immobilier typique, le Golden Boy beau dans parfaite, le genre de type qui a probablement connu son heure de gloire au lycée et ne s'en est jamais remis. Ses mains se déplaçaient sur les épaules de ma femme avec une familiarité exercée, et un froid glacial s'installa dans mon estomac. « Et voilà, ma belle, dit-il, sa voix portant ce faux charme de commercial en première semaine de stage. Je me tenais à 3 mètres de là, tenant les sacs de plage de nos filles comme une sorte de mule, regardant mon mariage se dissoudre en plein jour. Manon, notre fille de 14 ans, construisait des châteaux de sable avec sa sœur de 9 ans, Émilie, heureusement inconsciente que papa vivait ce qu'on pourrait appeler une épiphanie. « Étienne, tu nous fixes, » lança Alice, sans même prendre la peine de regarder dans ma direction. « Si tu t'inquiètes tant pour la crème solaire, tu aurais peut-être dû proposer en premier. » Le groupe d'amis autour de nous, Julie, David et Laure, les Martins, tous se tournèrent pour me regarder avec cette marque particulière de pitié réservée aux maris qui ne comprennent rien. Je me sentais comme un spécimen sous un microscope, et pas un particulièrement intéressant. « Je vérifie juste que tu ne prennes pas de coups de soleil, » dis-je, forçant ce que j'espérais être un sourire. « Tu sais à quel point ta peau est sensible. » Les mains de Brice s'attardèrent sur le bas du dos d'Alice, juste au-dessus de la ligne de son bas de maillot. Elle se cambra légèrement sous son toucher, et je vis 20 ans de mariage s'évaporer comme la brume matinale. « Ne sois pas si rabat-joie, » intervint Julie en ajustant ses lunettes de soleil surdimensionnées. Julie est la meilleure amie d'Alice depuis l'université. Le genre de femme qui collectionne les potins comme d'autres collectionnent les timbres. Brice rend juste service, n'est-ce pas, chérie? Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. Merci de vous abonner, de laisser un like, un commentaire et d'activer la cloche pour booster cette chaîne afin que plus de gens découvrent ces incroyables histoires. La façon dont elle a dit « chérie » m'a donné la chair de poule. Il y avait quelque chose de possessif là-dedans, comme si elle avait aussi des droits sur lui. Les petites villes engendrent des relations étranges, et Val-sur-Mer était assez petite pour que tout le monde connaisse les affaires de tout le monde. Apparemment, tout le monde sauf moi. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application SNCF. 3 heures avant le dernier train pour Paris, puis une correspondance rapide. Je pourrais être à la maison avant minuit, dormant dans mon propre lit au lieu de cette chambre d'hôtel exiguë qui sentait le désinfectant industriel et les rêves brisés. Je pense que je vais rentrer plus tôt, annonçai-je à la cantonade. Alice se retourna enfin, les mains de Brice toujours posées sur ses épaules comme si elles y avaient leur place. Quoi? Étienne, ne sois pas ridicule. Il nous reste 2 jours. Manon a son stage de foot lundi. Je dois préparer ses affaires. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Manon avait bien un stage de foot, mais son sac était prêt depuis des semaines. Je suis quelqu'un de très organisé, un trait de caractère bien utile quand on planifie sa stratégie de sortie d'un mariage de 20 ans. Le stage n'est que la semaine prochaine, intervint Émilie depuis son château de sable. Parce que les enfants de 9 ans ont une mémoire agaçante de précision. Le stage de préparation, corrigeai-je, en réservant le billet avec mon pouce. C'est différent. Les yeux d'Alice se plissèrent. Elle a un excellent instinct, ce qui fait d'elle une bonne avocate et, comme je l'apprenais, une tricheuse prudente. Étienne, tu es bizarre. Assieds-toi et détends-toi. Prends un verre. Je ne veux pas de verre. Je veux rentrer à la maison. Le silence qui suivit fut de ceux qui mettent tout le monde mal à l'aise.
David se racla la gorge et marmonna quelque chose à propos de vérifier la glacière. Laure devint soudainement très intéressée par son magazine. Même les enfants sentirent la tension et arrêtèrent de jouer. « Bien, » dit Alice, sa voix prenant ce ton tranchant que j'entendais de plus en plus souvent ces derniers temps. « Rentre. Fuis comme tu le fais toujours quand les choses deviennent compliquées. » Compliquées ? Je regardais les mains de Brice, toujours posées sur la peau de ma femme, comme s'ils avaient tous les droits d'être là. « C'est comme ça qu'on appelle ça ?» Brice eut enfin la décence de reculer, mais son sourire narquois ne vacilla jamais. « Et mec, j'aidais juste avec la crème solaire. Pas besoin de s'énerver. » J'avais envie de rire. M'énerver. J'étais aussi énervé qu'un homme regardant sa vie imploser au ralenti peut l'être. Au lieu de cela, je ramassai les sacs de mes filles et commençai à marcher vers l'hôtel. Les filles, on remballe. On part dans 1 heure. Mais papa, commença Émilie. 1 heure, répétai-je sans me retourner. De retour dans la chambre d'hôtel, je jetai les vêtements dans les valises avec l'efficacité d'un homme qui avait enfin compris les règles du jeu auquel il jouait les yeux bandés depuis des mois. Les signes avaient été là, les soirées tardives au bureau, les nouveaux vêtements, cette lueur particulière qui vient de quelqu'un qui vous accorde de l'attention de la bonne manière. J'avais juste été trop bête ou trop confiant pour les voir. Je laissai un mot sur la table de nuit, court et précis, j'ai trouvé ta crème solaire, mon pote. Ne rentre pas à la maison tant que tu n'auras pas décidé ce que tu veux vraiment. Les filles et moi, ça ira. Puis je sortis de cette chambre d'hôtel sans un regard en arrière. La maison semblait différente quand je suis rentré à minuit, comme si elle retenait son souffle. Manon et Émilie s'étaient endormies dans la voiture, et je les portais à l'intérieur une par une, les bordant dans leur lit avec la précision prudente d'un homme essayant de ne pas réveiller ses enfants ni sa rage. 3 jours. C'est le temps qu'il fallut à Alice pour appeler. « Étienne, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Sa voix traversa le téléphone, tranchante et accusatrice, comme si c'était moi qui avais étalé de la crème sur l'époux de quelqu'un d'autre. Les filles demandent où tu es. Émilie pleure. J'étais assis dans mon bureau à la maison, entouré de mes outils de travail, ordinateur, câbles, équipements de diagnostic. Le bourdonnement familier de l'électronique était étrangement réconfortant. Dis à Émilie que je suis à la maison, là où est ma place. Et toi, où es-tu ? Je suis toujours à l'hôtel avec nos amis qui posent tous des questions très embarrassantes grâce à ton petit numéro de disparition. Des questions embarrassantes. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil de bureau, un sourire tirant le coin de ma bouche. Comme quel genre de questions ? Tu sais exactement quel genre de questions, Étienne. Ne fais pas l'idiot. Je ne joue à rien, Alice. Je suis juste assis ici dans ma maison à penser à la crème solaire et à quel point certaines personnes peuvent être serviables pour l'appliquer. Le silence s'étira entre nous comme une corde raide. Quand elle parla de nouveau, sa voix d'avocate était en plein effet. Contrôlée, mesurée, dangereuse. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Je pense que Brice a une technique de crémage très approfondie. Très tactile. Tu es ridicule. Vraiment ? Parce que d'où j'étais, on aurait dit qu'il avait eu beaucoup d'entraînement sur toi spécifiquement. Un autre silence, plus long cette fois. Je pouvais pratiquement entendre les engrenages tourner dans sa tête, calculant les réponses, pesant les options. C'est ce qui la rend bonne dans son travail et apparemment bonne dans la tromperie. Étienne, tu es paranoïaque. Brice est un ami. Il m'aidait avec la crème solaire parce que mon mari était trop occupé à bouder pour le faire lui-même. C'est ça. Et je suis sûr que tous ces SMS tardifs sont juste des conversations amicales sur l'immobilier. La brusque inspiration de sa part me dit que j'avais touché la cible. Un point pour le mari paranoïaque. Je ne sais pas ce que tu crois savoir. Je sais que tu es différente depuis des mois. Je sais que tu as acheté de la nouvelle lingerie et commencé à aller à la salle de sport. Je sais que tu as travaillé tard sur des dossiers qui n'existent pas parce que j'ai appelé ton bureau mardi dernier quand tu as dit que tu y serais jusqu'à 22 heures. Devine quoi? Le bâtiment était vide. Tu as appelé mon bureau, Étienne? C'est minutieux. Ouais, je suis doué pour ça. Des formations professionnelles. Tu serais étonné de ce qu'on peut découvrir quand on fait vraiment attention. J'entendis des voix en arrière-plan.
Une conversation étouffée qui ressemblait à de la gestion de crise. La voix de Julie, aiguë et urgente. Brice disant quelque chose à propos de gérer la situation. Je rentre à la maison, dit finalement Alice. Non. Comment ça, non? C'est ma maison aussi. Plus maintenant. J'ai changé les serrures hier. Tes affaires sont emballées et t'attendent sous le porche. Tu devrais les récupérer avant qu'il ne pleuve. L'explosion d'indignation qui suivit fut si forte que je dus éloigner le téléphone de mon oreille. Quand elle fut finalement à court de souffle, je parlais dans le calme relatif. Alice, tu es toujours là. Tu ne peux pas m'enfermer hors de ma propre maison. En fait, si. La maison est à mon nom. Tu te souviens, tu voulais garder ton crédit vierge pour ton association au cabinet. Ça semblait être une bonne idée à l'époque. C'est de la folie, Étienne. Tu fais une sorte de dépression nerveuse. Peut-être. Ou peut-être que j'ai enfin une révélation. Difficile de faire la différence parfois. Je raccrochai et appelai immédiatement David. David est un type bien. Le genre d'ami qui vous dira quand vous avez des épinards entre les dents ou quand votre femme joue à cache-cache avec l'agent immobilier du coin. Étienne. Bon sang, mec. Qu'est-ce qui s'est passé à la plage? Alice. David, j'ai besoin que tu me rendes un service. J'ai besoin que tu demandes alors ce qu'elle a vu à la plage. Ce qu'elle a vraiment vu. Et j'ai besoin que tu lui demandes depuis combien de temps ça dure. La pause qui suivit me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Étienne, écoute. Combien de temps, David? Laure pense. Peut-être 3 mois. Peut-être plus. Elle n'était pas sûre de devoir dire quelque chose. 3 mois. Je répétais ça comme une phrase étrangère que j'essayais d'apprendre. Eh bien, ça explique le nouvel abonnement à la salle de sport. Étienne, je suis désolé, mec. On pensait tous que tu savais. La façon dont ils agissaient, on s'est dit que tu étais d'accord avec ça ou que vous arrangiez les choses ou que je suis le genre de type qui laisse sa femme se faire peloter par l'agent immobilier local lors des sorties plage en famille. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais ce que tu voulais dire, David. Merci d'être honnête. Je raccrochai et ouvris mon ordinateur portable. Il était temps de faire ce que je fais de mieux, fouiller dans les détails numériques de la vie des gens. Alice pensait être prudente. Mais elle avait fait une erreur cruciale. Elle avait laissé son email connecté sur notre ordinateur partagé, celui de la cuisine qu'on utilisait pour les trucs de famille. Le dossier intitulé Personnel racontait une histoire qui ferait pleurer de joie un scénariste de télé-réalité. 3 mois de mai de plus en plus intime avec Brice, complet avec des plans pour des week-ends, des plaintes sur son mari qui ne comprend rien, et assez de détails explicites pour me rendre reconnaissant d'avoir sauté le dîner. Mais le truc vraiment intéressant était dans le dossier finances. Apparemment, mon ambitieuse femme avait fait des investissements ambitieux. Du trading journalier, des crypto-monnaies, quelque chose appelé une opportunité à rendement garanti qui avait toutes les caractéristiques d'une chaîne de Ponzi. Elle avait perdu près de 30 000 € de son propre argent et puisait dans notre épargne commune pour couvrir les pertes. Pas étonnant qu'elle travaillait tard. Elle ne travaillait pas du tout. Elle essayait de se sortir d'un trou financier tout en s'enfonçant plus profondément dans les bras de Brice Carpentier. Je transférais les emails les plus intéressants sur mon compte personnel, puis effaçais l'historique du navigateur. Si Alice voulait jouer, elle allait apprendre que son mari jouait depuis bien plus longtemps qu'elle. Mon téléphone vibra avec un SMS de Manon. Papa, maman est là, elle hurle devant la porte d'entrée. Elle dit que tu as changé les serrures. Qu'est-ce qui se passe? Je regardais par la fenêtre du salon. Effectivement, ma femme était là, debout à côté de 3 valises et d'une pile de cartons, tapant furieusement sur son téléphone comme si elle essayait de le poignarder de frustration. Elle leva les yeux et me vit à la fenêtre, et même à 10 mètres de distance, je pouvais voir la fureur dans ses yeux. Place au 2e round. Alice emménagea chez Julie, ce qui était soit la meilleure chose qui pouvait arriver pour mes plans de vengeance, soit la pire pour ma santé mentale. Julie vivait dans une de ces maisons de ville rénovées au centre, le genre avec des murs fins et une intimité encore plus mince, parfait pour une femme qui avait construit sa vie sociale autour de la collecte et de la distribution des secrets des autres. L'ironie ne m'échappait pas,
ma femme vivait maintenant avec la plus grande commère de la ville tout en essayant de garder ses propres secrets sous silence. Je lui donnais une semaine avant de faire mon prochain mouvement. Pendant cette semaine, Alice appela 17 fois, envoya 43 SMS et se présenta à mon bureau 2 fois. J'ignorais les appels, effaçais les SMS et fis escorter ma femme par la sécurité du bâtiment les 2 fois. Les filles restaient avec moi la semaine et passaient les week-ends chez Julie. Un arrangement qui convenait à tout le monde sauf à Alice, qui apprenait qu'être le méchant dans sa propre histoire de vie comportait certains désavantages. Manon, béni soit son cœur d'adolescente, avait compris la majeure partie de la situation toute seule. Elle me coinça dans la cuisine le jeudi matin pendant qu'Émilie se préparait pour l'école. « Maman te trompe, c'est ça ?» Je faillis m'étouffer avec mon café. « Manon, ce n'est pas vraiment quelque chose dont on devrait. »« Papa, j'ai 14 ans, pas 4 ans. J'ai vu comment elle agissait à la plage, et je l'ai entendue au téléphone avec Julie hier soir quand j'étais censé dormir. » Elle croisa les bras et me lança un regard qui était du pur Alice, déterminé, direct et légèrement terrifiant. Elle pleurait et disait quelque chose sur la façon dont tu avais tout gâché. J'ai tout gâché. C'est ce qu'elle a dit. Mais Julie lui a dit qu'elle était dramatique et que tu t'en remettrais une fois que tu aurais retrouvé tes esprits au point. Manon fit des guillemets avec ses doigts, un geste qui rendait la trahison encore plus aiguë. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, demandai-je. Parce que parfois, la meilleure façon de gérer une ado est de la traiter comme la quasi-adulte qu'elle essaie de devenir. Je pense que maman est une idiote, dit Manon d'un ton factuel. Et je pense que tu devrais lui faire payer. La vérité sort de la bouche des enfants. Et des ados de 14 ans. Cet après-midi-là, je passai un coup de fil à Madame Duroy, notre voisine de 70 ans, qui avait élevé la curiosité au rang d'art. Madame Duroy savait tout sur tout le monde à Val-sur-Mer. Et plus important encore, elle n'était pas timide pour partager ce qu'elle savait. « Étienne, mon cher, comment tenez-vous le coup ? J'ai entendu dire qu'Alice avait déménagé. Quel dommage quand les mariages s'effondrent. » Sa voix portait ce ton particulier de sympathie qui dissimulait à peine l'excitation d'avoir des potins frais à distribuer. « Je gère, Madame Duroy. C'est difficile, surtout avec les filles. Elles ne comprennent pas pourquoi leur mère a choisi de prioriser d'autres relations par rapport à sa famille. » D'autres relations ? L'intérêt dans sa voix s'aiguisa comme un couteau qu'on affûte. Je ne devrais probablement rien dire. Ce n'est pas vraiment ma place de discuter des choix personnels d'Alice. Bien sûr que non, mon cher. Mais parfois, ça aide de parler à quelqu'un qui comprend. Je laissai échapper un soupir soigneusement travaillé. Je suppose que ce n'est un secret pour personne qu'elle passe beaucoup de temps avec Brice Carpentier. Les filles l'ont remarqué aussi, surtout à la plage le week-end dernier. Manon m'a demandé pourquoi maman laissait Monsieur Carpentier la toucher comme papa le fait. Le silence qui suivit fut le son du moteur à commérage de Madame Duroy montant à pleine puissance. « Oh mon Dieu » souffla-t-elle finalement. Cette pauvre enfant. Et pauvre vous, Étienne. Je n'avais aucune idée que les choses étaient devenues si compliquées. J'essaie de garder ça discret pour le bien des filles, mais c'est dur quand la moitié de la ville les a vues ensemble à la plage et que maintenant elle a emménagé chez Julie au lieu d'essayer d'arranger les choses avec sa famille. Emménager chez Julie ? Mais je pensais que Julie sortait avec ce gentil jeune homme de la banque. Sortait est le mot-clé, dis-je, plantant la graine que je cultivais soigneusement depuis ma conversation avec Manon. Apparemment, Julie passe aussi pas mal de temps avec Brice. Petite ville, option limitée. Je suppose. Ce n'était pas entièrement vrai, mais ce n'était pas entièrement faux non plus. J'avais vu Julie et Brice ensemble au bistrot du port 3 fois le mois dernier, toujours assis un peu trop près, partant toujours séparément mais à quelques minutes d'intervalle. Dans une ville comme Val-sur-Mer, c'était pratiquement une déclaration publique d'implication. Aux bontés divines, souffla Madame Duroy. Vous ne pensez pas ? Je ne pense rien, Madame Duroy. J'essaie juste de me concentrer sur mes filles et d'avancer dans ma vie. Je raccrochai en sachant qu'à l'heure du dîner, la moitié de Val-sur-Mer saurait qu'Alice Moreau vivait avec sa meilleure amie, qui partageait peut-être ou peut-être pas son petit ami. D'ici demain matin, l'autre moitié le saurait, avec plusieurs embellissements créatifs que le réseau d'enthousiastes de l'information de Madame Duroy ajouterait à l'histoire. La phase 2 de mon plan impliquait une visite au bistrot du port, le genre d'établissement local où tout le monde connaît votre nom et vos affaires, que vous le vouliez ou non.
Je programmais mon arrivée pour le jeudi soir, quand la foule de l'afterwork serait assez dense pour fournir une couverture, mais assez petite pour assurer une distribution maximale des potins. Brice était là, bien sûr, tenant sa cour à sa table habituelle près du fond, régalant un groupe de gars du coin avec ce que je supposais être des histoires sur ses dernières conquêtes immobilières. Il me vit entrer, et son expression passa de confiante à méfiante en l'espace d'un battement de cœur. Je commandai une bière et m'assis au bar, assez près pour être remarqué, mais assez loin pour éviter une confrontation immédiate. La patience est une vertu, surtout quand on planifie la destruction sociale de quelqu'un, Étienne. Thomas Martin me fit signe de venir à sa table. On ne t'a pas vu dans le coin ces derniers temps. Comment ça va? Ça pourrait aller mieux, dis-je en acceptant la chaise qu'on tirait pour moi. Mais je gère. Désolé d'apprendre pour toi et Alice, dit doucement David. Ça doit être dur. Plus dur pour les enfants que pour moi, répondis-je assez fort pour que les tables voisines entendent. Elles ne comprennent pas pourquoi leur mère a déménagé pour vivre avec ses amis au lieu d'essayer d'arranger les choses à la maison. Ses amis? Thomas parut confus. Je pensais qu'elle restait chez Julie. C'est le cas. Julie et Brice. Apparemment, des arrangements modernes pour des problèmes modernes, j'imagine. Le silence qui suivit fut magnifique. J'observai l'information se répandre dans le bar comme des ondulations dans une mare, chaque personne traitant les implications et les classant pour une distribution future. La table de Brice était devenue silencieuse, et quand je jetai un coup d'œil, il me fixait avec une hostilité non dissimulée. Parfait. Je finis ma bière, dis au revoir et rentrai chez moi, laissant derrière moi un bar plein de gens qui avaient maintenant une compréhension très différente de la situation entre Étienne Moreau et sa femme séparée. Mon téléphone commença à sonner avant que je n'atteigne ma voiture. L'appel venait de Julie, et elle était furieuse. « Étienne, qu'est-ce que tu crois faire, bordel ?» J'étais assis dans ma voiture sur le parking du bistrot, regardant par la fenêtre Brice gesticuler avec colère sur son téléphone. Probablement en train de recevoir un appel similaire d'Alice, qui recevait probablement des appels de la moitié de la ville à présent. « Je ne fais rien, Julie. Je prends juste une bière et je discute avec des amis. Tu répands des mensonges sur moi et Brice. » Ah bon? Quel mensonge ce serait? Tu sais exactement ce que tu fais. Tu essaies de faire croire que je suis impliqué avec Brice, comme si on vivait tous ensemble dans une sorte d'arrangement bizarre, n'est-ce pas? Demandai-je innocemment. Je veux dire, vous êtes colocataires maintenant. Il est là-bas tout le temps. Vous quittez le bistrot ensemble. Si ça ressemble à un canard et que ça fait coin-coin. On est amis, Étienne. C'est tout. Et même si on était plus que des amis, ce ne sont pas tes affaires. Tu as raison. Ce ne sont pas mes affaires. Mais quand ma femme emménage avec sa meilleure amie, qui est aussi impliquée avec son petit ami, ça fait une conversation de dîner intéressante. Les gens parlent, Julie. Tu le sais mieux que quiconque. Le silence s'étira assez longtemps pour que je compte 3 personnes quittant le bistrot et vérifiant leur téléphone en marchant vers leur voiture. Le réseau de commérage de Val-sur-Mer fonctionnait à plein régime. Étienne, tu dois arrêter ça. Tu blesses tout le monde, y compris tes propres filles. Mes filles vont bien. Elles vivent avec leur père dans leur propre maison, vont à leurs propres écoles, dorment dans leur propre lit. Leur mère, en revanche, vit avec son ami et le petit ami de son ami, ce qui, j'en suis sûr, offre toutes sortes d'opportunités éducatives. Ce n'est pas ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe, Julie? Explique-moi, parce que de là où je suis assis, on dirait que ma femme a quitté sa famille pour s'installer avec son petit ami et sa meilleure amie. S'il y a une autre interprétation, je suis tout oui. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre et rentrai chez moi où Manon m'attendait avec un bol de glace et un sourire complice. Comment ça s'est passé, papa? Ta mère va être très mécontente de moi. Bien, dit Manon, et elle le pensait. Le lendemain matin apporta un SMS d'Alice. Il faut qu'on parle. Rejoins-moi au cabinet Bertrand à 10h. Je me présentai à 9h45, vêtu de mon meilleur pantalon chino et d'une chemise boutonnée, ressemblant exactement à ce que j'étais, un informaticien de la classe moyenne qui avait trébuché dans une situation bien au-dessus de son niveau de salaire. Alice attendait dans la salle de conférence, flanquée de son patron, Richard Bertrand, et ayant l'air d'avoir aussi bien dormi que moi, c'est-à-dire pas du tout. Étienne,
merci d'être venu, dit Bertrand en me tendant la main comme si nous étions de vieux amis au lieu d'un avocat et de l'homme dont la femme détruisait actuellement sa carrière par un manque de jugement spectaculaire. Alice a pensé qu'il serait bon pour nous tous de nous asseoir et de discuter de la situation. De quelle situation s'agirait-il, demandai-je en prenant le siège en face d'eux. La situation où vous répandez des rumeurs malveillantes sur ma cliente et nuisez à sa réputation dans la communauté, dit Bertrand avec onctuosité. Rumeurs malveillantes ? Je sortis mon téléphone et ouvris le dossier de mai que je gardais pour cette occasion précise. Vous voulez dire comme la rumeur selon laquelle elle a une liaison avec Brice Carpentier depuis 3 mois ? Parce que j'ai environ 40 emails qui suggèrent que ce n'est pas une rumeur du tout. Le visage d'Alice devint blanc. L'expression de Bertrand ne changea pas, mais je vis ses yeux se tourner vers elle avec quelque chose qui aurait pu être de l'agacement. Ou peut-être voulez-vous dire la rumeur selon laquelle elle a perdu 30 000 € en day trading et a puisé dans nos comptes joints pour couvrir ses pertes. Parce que j'ai des relevés bancaires qui racontent cette histoire assez clairement aussi. Étienne, tu sors les choses de leur contexte, dit Alice, la voix tendue. Ah bon ? Laisse-moi te lire cet email de mardi dernier. Hâte de sentir tes mains sur moi à nouveau. Étienne travaille tard, donc on a la maison pour nous jusqu'à 22 h. Ça me semble assez clair. Quel contexte me manque-t-il ? Bertrand se racla la gorge. Monsieur Moreau, je comprends que vous soyez contrarié, mais... Je ne suis pas contrarié, maître Bertrand. Je suis informé. Il y a une différence. Je fis défiler mon téléphone. En voici un autre bon. Étienne est tellement à l'ouest. Il ne remarquerait probablement pas si on le faisait sur la table de la cuisine. Très romantique. Ça fait vraiment se sentir valorisé en tant que mari. Alice se leva brusquement. Je n'ai pas à écouter ça. En fait, si, dis-je calmement, parce que ce n'est que la bande-annonce. Le film complet commence lundi matin quand je déposerai ma demande de divorce, et ces emails deviendront partie du dossier public, avec les relevés financiers. Les relevés téléphoniques et la chronologie très détaillée que j'ai établie de tes activités extrascolaires. Bertrand se pencha en avant. Monsieur Moreau, peut-être pouvons-nous trouver un arrangement. Une dissolution discrète, des dossiers scellés, tout le monde passe à autre chose avec sa dignité intacte. Dignité ? Je ris, et le son sortit plus dur que je ne le voulais. Où était la dignité quand ma femme laissait un autre homme lui mettre de la crème solaire devant nos enfants et la moitié de la ville ? Où était la dignité quand elle se plaignait à son amant de son mari et qui ne comprend rien et qui faisait des semaines de 60 heures pour soutenir sa carrière juridique ? Étienne, s'il te plaît, dit Alice. Et pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, elle semblait sincèrement désespérée. Pense à Manon et Émilie. Tu veux vraiment qu'elles voient leurs parents se détruire comme ça ? Je la regardai un long moment. Cette femme que j'avais aimée pendant 20 ans, qui m'avait donné 2 belles filles et 15 années de ce que je croyais être du bonheur. Elle avait raison sur une chose. Cela allait blesser les filles, mais se taire et prétendre que tout allait bien les blesserait davantage à long terme. Je pense à Manon et Émilie tous les jours, dis-je finalement. Je pense à quel genre d'exemple nous leur donnons sur le mariage, sur la loyauté, sur les conséquences, et je pense que la leçon ici est assez claire. Les actions ont des conséquences, même quand on est assez intelligent pour penser qu'on ne se fera pas prendre. Je me levai et me dirigeai vers la porte, puis me retournai. Oh, et Alice, tu devrais peut-être avoir une conversation avec Julie à propos de Brice. Il s'avère que ton petit ami distribue son attention plus que tu ne le réalisais. Petite ville, option limitée, comme je l'ai dit. Je l'ai laissé assis là et sorti dans le soleil matinal, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Mon téléphone vibrait de messages, mais je les ignorais. La phase 3 allait commencer et j'avais un gala de charité à préparer. Le gala annuel de la Fondation communautaire de Val-sur-Mer était l'événement social de l'année. Le genre de rassemblement où tous ceux qui comptent se montraient pour faire semblant de faire de bonnes actions tout en ne faisant que cancaner et boire du vin hors de prix. Le thème de cette année était de bâtir demain ensemble, ce qui semblait ironiquement approprié étant donné le nombre de relations qui étaient sur le point d'être démolies. Je n'avais pas prévu d'y assister. Les galas de charité n'étaient pas exactement mon truc. Et étant donné l'état actuel de mon mariage, me montrer seul aurait été comme porter une pancarte disant « Demandez-moi des nouvelles de mes désastres personnels ». Mais alors Manon fit une suggestion qui changea tout. « Papa, tu devrais aller à cette fête chic dont maman parle depuis des mois. »
nous dînions dans la cuisine, juste tous les trois, et Émilie poussait des petits pois dans son assiette avec la détermination concentrée d'un enfant qui croit que les légumes pourraient disparaître s'ils sont ignorés assez longtemps. Pourquoi je voudrais faire ça, ma chérie? Parce que maman sera là avec ses nouveaux amis, et tout le monde s'attendra à ce que tu te caches à la maison en t'apitoyant sur ton sort. Mais si tu te montres en ayant l'air bien et en agissant normalement, ça va la perturber. Parfois, je me demandais si Manon avait vraiment 14 ans ou 41 ans avec une très bonne routine de soins de la peau. C'est une pensée très stratégique. J'ai appris du meilleur, dit-elle avec un sourire qui me rappela douloureusement sa mère. Alors je louai un smoking, me fis couper les cheveux et me présentai au country club de Val-sur-Mer en ressemblant à un homme qui avait sa vie en main au lieu d'un gars dont la femme vivait actuellement dans un feuilleton de sa propre création. La salle de bal était bondée de visages familiers, qui me lançaient tout le genre de regards généralement réservés aux accidents de la route. Une fascination horrifiée mêlée au soulagement que cela ne leur arrive pas à eux. Alice était là, bien sûr, portant une robe noire qui coûtait probablement plus que ma mensualité de crédit immobilier. Elle se tenait près des tables de la vente aux enchères silencieuses avec Brice, qui avait apparemment décidé que la tenue de soirée le faisait paraître sophistiqué au lieu de ressembler à un vendeur de voitures d'occasion dans un smoking de location. Julie était avec eux, complétant le triangle de dysfonctionnement qui était devenu le sujet de conversation de la ville. J'attrapai un verre de vin et fis le tour, acceptant les condoléances et déviant les questions avec l'aisance pratiquée d'un homme qui avait passé 2 semaines à perfectionner son visage public. La clé était d'avoir l'air légèrement blessé, mais digne, comme quelqu'un qui avait été trahi mais qui gérait ça avec classe. « Étienne, quel plaisir de vous voir ici, dit Marguerite Fontaine, la présidente de la fondation et l'une des gardiennes sociales les plus éminentes de Val-sur-Mer. Je n'étais pas sûr que vous vous joindriez à nous ce soir. Je ne manquerais ça pour rien au monde, répondis-je avec fluidité. Cette cause signifie beaucoup pour moi, et je n'allais pas laisser des circonstances personnelles m'empêcher de soutenir la communauté. C'est admirable. Et comment tenez-vous le coup? Ce doit être une période si difficile. C'est un défi, admis-je, mais je me concentre sur ce qui compte le plus, mes filles, et aller de l'avant. La vie est trop courte pour s'attarder sur les choix des autres. Marguerite hocha la tête avec sympathie, mais je pouvais voir la curiosité brûler derrière ses yeux. Et Alice, comment s'adapte-t-elle à sa nouvelle situation de vie? C'était l'ouverture que j'attendais. Elle semble bien s'adapter à l'arrangement. C'est certainement non conventionnel, mais je suppose que les problèmes modernes exigent des solutions modernes. Arrangement? Vivre avec Julie et Brice. Je suis sûr qu'ils sont tous très à l'aise ensemble. Je pris une gorgée de vin et laissai cette déclaration flotter dans l'air comme une chute parfaitement chronométrée. Les yeux de Marguerite s'écarquillèrent légèrement. Tous les trois vivent ensemble? Eh bien, Alice reste chez Julie et Brice est là la plupart des nuits. Que ce soit temporaire ou permanent, je ne saurais le dire. Ce ne sont plus vraiment mes affaires. Je m'excusai et passai à la conversation suivante, laissant Marguerite traiter et distribuer cette information à son vaste réseau d'arbitres sociaux. En 20 minutes, j'avais eu des variations de la même conversation avec 6 personnes différentes. Chaque fois en ajoutant juste assez de détails pour garder l'histoire intéressante sans rien dire qui pourrait être considéré comme de la diffamation pure et simple. La beauté des potins de petite ville, c'est qu'on n'a pas besoin de mentir. Il suffit de présenter la vérité sous l'angle le plus défavorable possible et de laisser l'imagination des gens combler les vides. Je me tenais près du bar, profitant du chaos subtil que j'avais déclenché, quand Julie apparut à mon coude comme un ange vengeur parfaitement coiffé. « Il faut qu'on parle, siffla-t-elle. Bonjour, Julie. Tu es ravissante ce soir. Cette robe fait vraiment ressortir la culpabilité dans tes yeux. Arrête ton cinéma, Étienne. Je sais ce que tu fais. Je soutiens des associations caritatives locales et je fais la conversation avec des amis. Et toi, que fais-tu? Elle m'attrapa le bras et me dirigea vers un coin tranquille près du vestiaire. Tu détruis la vie des gens avec tes mensonges. Quel mensonge? Je n'ai pas dit un seul mensonge ce soir. Tout ce que j'ai dit est techniquement exact. Tu fais comme si Brice et moi étions impliqués. Comme si on vivait tous ensemble dans une sorte d'arrangement bizarre en trio. Tu n'es pas impliqué avec Brice? La pause qui suivit me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. C'est compliqué, dit-elle finalement. Je parie que ça l'est. Est-ce qu'Alice sait à quel point c'est compliqué? Étienne,
tu ne comprends pas toute la situation. Alors explique-la moi, parce que de là où je suis, on dirait que tu joues sur les deux tableaux de ce triangle depuis des mois. Bonne amie pour Alice, petite amie secrète pour Brice, et marionnettiste pour les deux. Le visage de Julie devint pâle sous son maquillage soigneusement appliqué. Ce n'est pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah non? Laisse-moi te dire ce que je pense qu'il s'est passé. Je pense que tu es impliqué avec Brice depuis plus longtemps que tout le monde ne le réalise. Je pense que tu as encouragé la liaison d'Alice parce que ça te donnait une couverture pour ta propre relation. Et je pense que tu l'as convaincu d'emménager avec toi parce que c'était le moyen parfait de garder un œil sur eux deux. Tu es fou. Vraiment? Alors explique pourquoi la voiture de Brice était garée devant chez toi tous les mardis soirs depuis 6 mois, partant toujours avant l'aube. Explique pourquoi tu connaissais les problèmes financiers d'Alice avant moi. Explique pourquoi tu étais si impatiente qu'elle emménage avec toi au lieu d'essayer d'arranger les choses avec son mari. Julie me fixa comme si j'avais une deuxième tête qui poussait. Comment tu sais pour les mardis soirs? Je suis bon dans mon travail, Julie. Et mon travail, c'est de prêter attention aux détails qui échappent aux autres. Je sortis mon téléphone et lui montrai une photo prise il y a 3 semaines. La Corvette rouge distinctive de Brice garée dans son allée à 23 heures. J'en ai des douzaines comme ça remontant à des mois. Tu veux les voir? Étienne, tu me fais peur. Bien. Tu devrais avoir peur, parce que pendant que tu jouais avec ma famille, je collectais des preuves. Et demain matin, je vais avoir une conversation très intéressante avec Alice sur le rôle de sa meilleure amie dans la destruction de notre mariage. Je commençais à m'éloigner puis me retourner. Oh, et Julie, tu devrais peut-être aller te repoudrer le nez. Ton mascara coule et les gens commencent à regarder. Je la laissais planter là et retourner dans la salle de bal où le divertissement de la soirée allait commencer. Mais le vrai spectacle avait déjà commencé, et j'étais aux premières loges pour voir mes plans soigneusement établis porter leurs fruits. Le lendemain matin, je me réveillais avec 17 appels manqués et 43 SMS. Alice avait apparemment passé la nuit à traiter les implications de ma conversation avec Julie, et les résultats étaient aussi explosifs que je m'y attendais. Le dernier SMS, envoyé à 3h47 du matin, était le plus intéressant. Rejoins-moi au chalet. Midi vient seul. On finit ça aujourd'hui. Le chalet était une petite maison qu'Alice avait héritée de sa grand-mère, à environ 20 minutes de la ville, au bord du lac de Val-sur-Mer. Nous y avions passé certains de nos moments les plus heureux dans les premières années de notre mariage, à l'époque où nous nous aimions vraiment et pensions construire quelque chose qui durerait pour toujours. L'ironie de finir les choses là où nous les avions commanditées ne m'échappait pas. Je déposai les filles chez ma mère avec pour instruction de m'appeler toutes les heures, puis je conduisis jusqu'au lac avec un mélange d'anticipation et d'appréhension. C'était ça. La confrontation finale vers laquelle je tendais depuis des semaines. Tout ce que j'avais fait, chaque mouvement que j'avais fait, menait à ce moment. Le chalet semblait plus petit dans mes souvenirs, usé par des années d'hiver normands et de négligence. La voiture d'Alice était déjà là, garée à côté de la Corvette rouge de Brice et du SUV blanc de Julie. Apparemment, Viens seul avait une signification différente dans les cercles de l'adultère que dans le reste du monde. Je restai assis dans ma voiture un moment, regardant les 3 véhicules qui représentaient la destruction de mon mariage de 20 ans, et sentis quelque chose s'installer dans ma poitrine. Pas exactement la paix, mais une sorte de satisfaction sinistre. J'avais mieux joué à ce jeu qu'aucun d'entre eux ne l'avait prévu. Et maintenant, il était temps de récolter mes gains. La porte du chalet s'ouvrit alors que je montais le chemin, et Alice sortit sur le porche. Elle avait l'air épuisée, comme quelqu'un qui avait passé des semaines à fuir des conséquences qu'il avait finalement rattrapées. « Merci d'être venu, dit-elle doucement. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. C'est là que tu me dis que tout est un malentendu et que tu me supplies de te reprendre? Non, dit-elle, et il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu avant. De la résignation, peut-être, ou juste de l'épuisement. C'est là que je te dis que tu as gagné. Je la suivis à l'intérieur où Brice et Julie étaient assis aux extrémités opposées du vieux canapé comme des boxeurs dans leur coin avant le dernier round. La tension dans la pièce était assez épaisse pour être coupée au couteau. Étienne, dit Brice en se levant avec ce genre de fausse confiance qui vient du fait de savoir qu'on va se faire démolir, mais en espérant garder un peu de dignité dans le processus. Écoute, mec. Je pense qu'on doit tous s'asseoir, Brice dis-je calmement. Les adultes parlent.
Il s'assit. Je regardais autour de la pièce ces 3 personnes qui avaient passé des mois à me mentir, à me manipuler et à me traiter généralement comme un obstacle à leurs divers plans. Ils avaient tous l'air misérables, ce qui était exactement comme je l'avais prévu. Alors, dis-je en m'installant dans le vieux fauteuil inclinable qui avait été ma place préférée pendant des jours plus heureux. Qui veut commencer? Étienne, je suis désolé, commença Alice. Je sais que ça ne répare rien, mais j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais voulu que les choses deviennent si compliquées. Compliqué, répétai-je. C'est un choix de mots intéressant. J'aurais opté pour destructeur, ou égoïste, ou peut-être spectaculairement stupide, mais compliqué marche aussi. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix. Alice, il y a une différence. Les erreurs sont accidentelles. Les choix sont délibérés. Tu as choisi d'avoir une liaison. Tu as choisi de me mentir pendant des mois. Tu as choisi de déménager au lieu d'essayer d'arranger les choses. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des décisions. Julie se racla la gorge. Étienne, je pense que tu devrais savoir que je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. J'essayais juste d'être une bonne amie pour Alice en l'encourageant à tromper son mari avec ton petit ami. Brice n'est pas mon petit ami. Vraiment? Je sortis mon téléphone et fis défiler jusqu'à l'une de mes captures d'écran préférées. Parce que ce SMS de lui à toi le mois dernier dit, hâte qu'Alice soit installée pour qu'on puisse arrêter de se cacher. Ça sonne plutôt comme un petit ami pour moi. Le silence qui suivit fut magnifique. J'observai le visage d'Alice alors qu'elle traitait les implications, vis le moment où elle réalisa que sa meilleure amie et son amant s'étaient joués d'elle tout aussi minutieusement qu'ils s'étaient joués de moi. Julie. La voix d'Alice était à peine un murmure. Alice, je peux expliquer. Combien de temps? Alice se leva, et je reconnus l'expression sur son visage. C'était le même regard qu'elle avait quand elle contre-interrogeait un témoin hostile. Combien de temps toi et Brice avez-vous été ensemble? Julie regarda Brice, qui étudiait ses mains comme si elle détenait les secrets de l'univers. C'est compliqué. Tout est compliqué avec vous, dis-je. Laissez-moi simplifier. Julie et Brice sont impliqués depuis plus d'1 an. Julie a encouragé ta liaison parce que ça lui donnait une couverture pour sa propre relation et parce qu'elle pensait que ce serait divertissant de regarder ton mariage imploser. Elle t'a convaincu d'emménager avec elle pour pouvoir contrôler les 2 côtés de la situation et garder son petit ami près d'elle sans que personne ne pose de questions gênantes. Ce n'est pas vrai, protesta Julie, mais sa voix manquait de conviction. Ah non? Alors explique pourquoi tu étais si impatiente d'entendre chaque détail de la liaison d'Alice. Explique pourquoi tu l'as poussée à me quitter au lieu d'essayer d'arranger les choses. Explique pourquoi tu as suggéré qu'elle emménage avec toi au lieu de prendre son propre appartement. Alice fixait sa meilleure amie comme si elle la voyait pour la première fois. Tu m'as dit qu'Étienne ne me pardonnerait jamais. Tu as dit que je devrais juste accepter que mon mariage était fini et passer à autre chose. J'essayais de t'aider à voir la réalité. Tu essayais de t'aider toi-même, l'interrompis-je. Et tu as fait du bon boulot, aussi. Jusqu'à ce que tu sous-estimes le mari qui ne comprend rien. Brice trouva enfin sa voix. Étienne, écoute, je sais que tu es en colère, mais... Je ne suis pas en colère, Brice. La colère, c'est ce qu'on ressent quand quelqu'un nous fait une queue de poisson. Ce que je ressens est quelque chose de beaucoup plus concentré que ça. Je me levai et marchai vers la fenêtre qui donnait sur le lac. L'eau était calme, reflétant le ciel de l'après-midi comme un miroir. C'était paisible ici. Calme d'une manière qui rendait le chaos des dernières semaines presque irréel. Voilà ce qui va se passer, dis-je, regardant toujours l'eau. Alice, tu vas signer les papiers du divorce que j'ai fait rédiger, acceptant l'entière responsabilité de l'échec de notre mariage. Tu vas accepter la garde partagée avec résidence principale chez moi, et tu vas expliquer à Manon et Émilie pourquoi tu as choisi de détruire leur famille. Étienne. Je n'ai pas fini. Tu vas aussi rembourser les 30 000 € que tu as perdus en jouant avec nos économies, avec intérêt, et tu vas le faire sans contester le divorce, ni essayer de réclamer une quelconque part de la maison, des comptes retraite. Ou de quoi que ce soit d'autre que nous avons construit ensemble pendant 20 ans de mariage. Ce n'est pas juste. Juste? Je me retournai et la regardai. Tu veux parler de justice? Était-ce juste quand tu te plaignais à ton amant de ton mari paumé?
Était-ce juste quand tu planifiais des week-ends pendant que je faisais des heures sup pour soutenir ta carrière? Était-ce juste quand tu laissais un autre homme poser ses mains sur toi devant nos enfants? Alice commença à pleurer, mais je ne ressentis rien. Les larmes qui auraient pu m'émouvoir il y a 6 mois ressemblaient juste à de la manipulation maintenant. Brice, continuai-je, tu vas rester loin de ma famille définitivement. Si je te vois près de ma maison, de mes enfants, ou n'importe où je me trouve, je vais rendre ta vie très désagréable de façon qui te surprendront. Tu ne peux pas me menacer. Je ne te menace pas. J'explique les conséquences. Il y a une différence. Je marchai vers ma sacoche d'ordinateur posée près de la porte et sortis une chemise cartonnée épaisse de papier. Ceci contient des copies de chaque email, chaque SMS, chaque dossier financier et chaque photo que j'ai collecté le mois dernier. Tout ça part chez Bertrand et associé demain matin, avec une chronologie détaillée de la liaison d'Alice et du rôle de Julie pour la faciliter. Ça part aussi à l'ordre des avocats, puisqu'Alice a utilisé les ressources du cabinet pour mener ses affaires personnelles. Étienne, s'il te plaît, chuchota Alice. Ma carrière. Tu aurais dû y penser avant de décider de mener ta liaison en utilisant ton compte email professionnel. Tu pensais vraiment que je ne vérifierais pas les logs de l'ordinateur? Je regardai autour de la pièce une dernière fois, ces 3 personnes qui pensaient être tellement plus intelligentes que l'informaticien ennuyeux qui réparait leurs ordis, payait leurs factures et ne posait jamais de questions gênantes. Vous savez ce qui est drôle, dis-je. Vous pensiez tous que j'étais à l'ouest. Vous pensiez que j'étais trop confiant, trop naïf, trop ennuyeux pour comprendre ce qui se passait vraiment. Et vous aviez raison pendant un moment. Mais le truc avec le fait de sous-estimer les gens, c'est qu'ils finissent par vous surprendre. Je me dirigeai vers la porte, puis m'arrêtai et regardai Alice. 20 ans, Alice. 20 ans de mariage, et tu as tout jeté pour 3 mois avec un agent immobilier de province qui te trompait avec ta meilleure amie. J'espère que ça en valait la peine. Je sortis de ce chalet sans un regard en arrière. Derrière moi, je pouvais entendre les voix s'élever, les accusations volées, le son de 3 personnes se retournant enfin les unes contre les autres comme elles s'étaient retournées contre moi pendant des mois. Je montai dans ma voiture et rentrai chez moi retrouver mes filles qui m'attendaient avec des questions sur leurs devoirs, des histoires sur leur journée et toutes les belles complications normales de la vraie vie. Les autres complications, celles impliquant la crème solaire, les secrets et la vengeance de la terre brûlée, étaient enfin derrière moi. La partie était terminée et pour la première fois depuis des mois, j'avais gagné.